Les journalistes peuvent utiliser des fausses images générées par IA pour raconter des vraies histoires, mais à certaines conditions. Je t'explique. Pour mon mémoire de master en journalisme, j'ai décidé de m'intéresser à l'intelligence artificielle générative et à la déontologie journalistique. Ça a commencé par mon envie de raconter en vidéo l'histoire assez folle de militantes lesbiennes des années 80 qui ont créé la seule organisation internationale de lesbiennes de l'histoire. Ce récit, je l'avais découvert pendant mon travail de bachelor en relations internationales à Genève. J'avais toujours été un peu frustré de ne pas avoir pu vulgariser cette histoire qui est assez méconnue, mais qui pourtant mérite vraiment d'être racontée. Le gros problème auquel je faisais face, c'est que pour vulgariser cette enquête sous forme visuelle, j'avais besoin d'archives, de documents audiovisuels, mais il y en a très peu qui datent de cette époque, des années 80. Mais j'ai eu la chance que pile au moment où je commençais à travailler sur mon mémoire, l'IA générative a explosé, notamment l'IA générative d'images et de vidéos. Je me suis donc dit que c'était l'opportunité parfaite d'utiliser l'IA générative pour illustrer mon récit. Et j'ai donc décidé de créer une série documentaire vidéo de 4 épisodes. Ces activistes ont fait prendre conscience au monde entier que les lesbiennes existent. Ça, c'était la partie pratique de mon mémoire, et pour la partie théorique, je me suis posé la question de la déontologie, parce que forcément, pour des journalistes, utiliser des images de synthèse, ça pose pas mal de questions, notamment vis-à-vis de notre rapport à la vérité. Je me suis donc posé cette question de recherche. Dans quelle mesure le recours à l'intelligence artificielle générative en journalisme vidéo est-il conciliable avec les normes déontologiques? En très résumé, ce que j'ai découvert, d'abord sur la question de la vérité, c'est que les journalistes doivent chercher la vérité, c'est un de leurs devoirs, on doit s'approcher le plus possible de ce but, mais en fait il est inatteignable, on n'arrivera jamais à dire la vérité complètement, et donc c'est assez commun en fait que les journalistes utilisent des procédés qui s'éloignent un petit peu de la vérité, comme la reconstitution de scènes de crime, l'évocation ou bien des dessins, des illustrations aussi. Beaucoup d'images prétextes dans la presse, par exemple pour des faits divers. L'utilisation d'images ou de vidéos générées par IA, en fait, il ressemble un petit peu à tout ça. Le plus important finalement, c'est de ne pas faire croire que des images de synthèse ou des fausses images ont un rapport à la réalité qu'elles n'ont pas, qu'elles soient plus réelles que ce qu'elles sont vraiment. Et ça m'a amené à mon deuxième point important, c'était la transparence. C'est pas une question facile parce qu'on se rend compte que le diable se cache un peu dans les détails. J'ai analysé énormément de chartes spécifiques à l'IA de plein de médias, mais aussi de conseils de déontologie par exemple. Et tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut être transparent, il faut dire qu'on a recours à l'IA, mais personne précise comment et dans quelle mesure. Donc là, j'ai essayé, pendant mon projet pratique, d'avoir une approche la plus pédagogique possible et la plus complète pour être sûr que les personnes qui regardent mes vidéos ne puissent pas confondre des images d'IA avec des vraies images. J'ai parfois modifié les archives avec l'IA, ou alors je me suis basé sur des images d'époque pour en générer d'autres qui soient le plus fidèles possible à la réalité. Mon devoir en tant que journaliste, c'est aussi d'être transparent, donc l'utilisation de l'IA générative sera à chaque fois indiquée. Et puis finalement, je me suis beaucoup intéressé à un troisième grand principe de la déontologie des journalistes, qui est le respect des personnes. Et là, c'était intéressant d'utiliser l'IA parce que ça m'a permis en fait à moi d'anonymiser les militantes dont j'ai parlé, puisque la plupart ne sont pas des figures publiques, et donc elles ont le droit à leur vie privée, mais aussi j'ai pas le droit d'utiliser leurs images sans leur consentement. Et puis finalement, un dernier sous-principe important du respect des personnes, c'est le principe de non-discrimination. Les outils d'IA générative que j'ai utilisés avaient beaucoup de stéréotypes. Ils avaient tendance à générer des femmes avec des standards de beauté très occidentaux. Elles étaient aussi souvent très blanches, très fines, avec des cheveux longs, beaucoup de maquillage. Et c'est pas ce à quoi ressemblaient les lesbiennes de l'époque. J'ai du coup dû me donner beaucoup de peine pour essayer de contrer tous ces biais. C'est une tâche comme la recherche de la vérité qui est finalement impossible à atteindre complètement. Mais ce qui est important, c'est de la garder en tête. Faire ce mémoire, ça n'a pas été facile. C'était un gros rush, ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que le défi principal, c'était vraiment de réaliser une série entière, c'est hyper chronophage. Et ensuite, illustrer toute cette série avec des images générées par IA, c'est un processus qui est vachement itératif. Il y a beaucoup de déchets, beaucoup d'échecs. Je pense que j'ai généré des milliers et des milliers d'images pour finalement en garder que quelques-unes. Ça, c'était pour les difficultés, mais faire ce mémoire, ça m'a aussi apporté beaucoup de plaisir. J'ai adoré avoir un projet concret que je puisse montrer à la fin. C'était très intéressant d'avoir un projet théorique, mais pas tout le monde va se taper 50 pages d'analyse. Par contre, mon projet pratique, je peux le montrer facilement. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de plaisir, et puis surtout les retours des personnes qui ont pu voir ma série et qui l'ont appréciée ou que ça a fait réfléchir, qui ont pu aussi m'opposer des arguments contraires aux décisions que j'avais faites par rapport à mon recours à l'IA. J'adore pouvoir participer à ce débat
autour de la déontologie. Et je pense que ça, c'est un des gros enseignements que je vais retenir pour la suite aussi. C'est que l'éthique professionnelle, elle doit être questionnée. C'est pas des règles qui sont immuables, c'est pas de la morale. Et c'est aussi en les questionnant, en les interrogeant, en les faisant changer, qu'on en comprend mieux le sens et qu'on peut mieux les justifier. Une autre source de satisfaction, c'est aussi d'avoir pu visibiliser l'histoire de ces militantes lesbiennes des années 80 qui ont souvent été invisibilisées par les journalistes de l'époque. Je me suis rendu compte pendant mon enquête que mes confrères des années 80 avaient soit complètement déconsidéré la lutte légitime des lesbiennes pour leurs droits, voire s'en étaient carrément moqués avec beaucoup de paternalisme. Et j'espère avoir pu humblement contrer un peu ce tort en médiatisant de manière équitable l'histoire de ces lesbiennes. Voilà, maintenant j'ai rendu mon mémoire, j'ai terminé mon master, c'est une bonne chose de faite. Mais je pense que ce mémoire, il va m'accompagner pour la suite. J'ai pris conscience que l'IA, elle va vraiment chambouler le journalisme vidéo et le journalisme en général. Malgré ça, j'ai aussi réalisé que, selon moi, l'IA, c'est une opportunité pour les journalistes. C'est une chance de faire du meilleur journalisme. Et j'espère avoir pu, à mon humble échelle, donner un exemple de comment utiliser l'intelligence artificielle générative à bon escient.